Monsieur Turcotte, Jean-Claude, Madame Pauline, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, je dois vous dire que j'ai été vraiment très touchée lorsque Monsieur Turcotte m'a demandé de préfacer son livre. Eh bien, pour moi, je l'ai qualifié comme étant un missionnaire. Dans ses premières activités au niveau de son travail, il a travaillé et mis en œuvre BEFCO, une entreprise à Baie-Saint-Paul qui a une œuvre d'une mission auprès des gens en réadaptation. M. Turcotte est allé à 2 reprises en mission à Haïti. Et M. Turcotte a été maire de la municipalité Rivière-du-Gouffre. Il a été préfet de la MRC de Charlevoix. Et il s'est toujours occupé de ses fonctions sans compter son temps, tel un missionnaire. Par la suite, il est devenu conseiller du district numéro 1 qui correspondait au territoire de son ex-municipalité Rivière-du-Gouffre et il s'est occupé également de ses nouvelles fonctions exactement comme un missionnaire. Maintenant qu'il est retiré de sa vie active, eh bien, il poursuit en écrivant et en transmettant des connaissances, des éléments de la culture par ses livres, et il le fait comme un missionnaire. Bonjour, Monsieur Turcotte. Bonjour, mademoiselle. Aujourd'hui, on présentait votre dernier ouvrage ici au Carrefour culturel Paul Médéric. Racontez-moi comment ça a commencé l'écriture pour vous. L'écriture, ça a commencé avec vous autres à la télévision. Il y avait un animateur qui s'appelait Éric de Gagné. J'avais écrit un conte de Noël, puis j'avais été le livrer devant lui à son émission. Et puis, il dit, M. Turcotte, ça serait plaisant que vous reveniez à mes émissions. Bien, j'ai dit, laisse-moi écrire, puis je vais revenir. Fait que j'ai commencé à écrire, ce qui est le premier tome. C'est ça que j'avais fait. C'est ce conte de Noël-là, c'était ça. Et puis, à partir de là, ben, j'ai écrit, puis j'ai été dire à la TV les 4 tomes, les 4 premiers tomes. Puis quand j'ai eu fini ça, bien, je me préparais, j'avais tout mis ça dans une caisse, puis je voulais amener ça au centre d'archives. Puis moi, dans ma tête, c'était fini. Fait que mon ami Alain, qui était arrivé chez l'entrefait, dit, ça tu fais là? J'ai dit, je mets ça dans une caisse, puis je vais porter ça là-bas. Il dit, t'as pas le droit de faire ça. Puis vous connaissez ma façon de parler. Comment j'ai pas le droit de faire ça? Il dit, grimpe pas d'un rideau inutilement, là. Il dit, t'as pas le droit de faire ça, tu prives le public de choses qu'il devrait apprendre. À partir de là, il dit, je vais t'aider. On va écrire la parlure d'une façon à ce que si les gens lisent ça à haute voix, ils vont entendre parler vraiment les gens du temps. Ça fait que j'ai obéi, j'ai travaillé avec lui. Pour te donner un exemple, quand je travaille avec lui, là, lui est assis à son ordinateur parce que Julie a déjà ordinographié le texte. Puis moi, j'ai mes écrits à moi, puis je suis un lutrin, puis je lis à haute voix. Puis là, il m'écoute. Puis s'il entend, je sais pas, moi, dans la parlure, si je dis « T'as bien de la misère avec cette grosse wagon-là, là. » Bien, lui, il va me le faire répéter les 2 là de la fin, là. Ça ne s'écrit pas de la même façon, hein, etc. Il ne se prononce pas pareil. Puis lui, il devine tout ça, puis il est capable d'orthographier ça de façon à arriver à obtenir les sons dont je te parlais tantôt. Je me suis toujours intéressé aux vieilles personnes. Moi, quand j'étais petit gars, je suis né à Clermont d'abord. Puis quand je demandais une permission à maman, c'était d'aller, à l'âge de 7 ans, 7-8 ans, c'était d'aller m'asseoir à la boutique de forge. Monsieur le forgeron, Monsieur Tinouche, comme on l'appelait, il me laissait asseoir sur un vieux baril de clous là, dans le coin, puis il disait « grouille pas ». Parce qu'il y avait des chevaux, puis ça aurait pu être dangereux de me faire estropier. Puis je passais des heures là à entendre parler les vieilles personnes, puis regarder travailler. Et pour ça, moi, quand c'était le temps de faire un cheval la première fois, je n'ai pas demandé à personne de m'aider quand j'ai eu des chevaux.
J'ai pris la patte du cheval entre mes jambes, puis j'ai trouvé un fer. Parce que j'avais vu, puis je le savais comment ça se faisait. Puis on vous racontait des contes quand vous étiez petit aussi, on vous racontait des histoires? Bien, je courais après ces choses-là, mais moi, j'ai trouvé que courir, c'est le vrai mot. Parce que moi, j'ai mes grands-parents, mon grand-père était parti en Abitibi, Turcotte, mon grand-père Dionne était sur la Rive-Sud. Je n'avais pas de grands-parents. Quand j'avais la chance, au mois de janvier, mon oncle Joseph, un frère de mon grand-père, venait au souper du jour de l'an chez nous, de Noël, pardon, du soir de Noël. Puis là, il fallait que je me colle à lui, puis poser des questions jusqu'à temps qu'il soit étonné, qu'il ne voulait plus rien savoir. Parlons des histoires, on a 5 volumes. Résumons un peu, pour les gens qui ne les ont pas encore lus, de quoi ça parle? Alors, dans les 4 volumes, c'est l'histoire d'un jeune homme qui était maladif, qui avait été au sanatorium, le petit Paul dont on parle. Puis il était revenu, puis ce soir-là, c'est l'hiver 36, c'est en Noël 35 exactement. Puis le jeune était seul à la maison où on avait envoyé Mme Germaine, celle qui gère et qui mène, pour le dire comme on doit dire, avait décidé le propriétaire, le père à Tipol, c'est simple en 2 mots, avait demandé à Germaine, ma fille qui est mariée aux États-Unis, elle vient se promener. Il faudrait que tu viendrais nous mettre de l'ordre dans la maison, puis les lits, puis tout ça. Puis lui, il était veuf, ça fait longtemps. Germaine avait dit, oui, on va s'occuper de ça. Puis elle avait été laver les lits, puis avec une vieille laveuse, puis le tordeur, puis le bras marchait mal. Elle avait envoyé son jambe, puis Léopold réparait ça. Allez m'arranger cette laveuse-là, là, on sait, maman, qu'est-ce qui fait mourir, nous autres, après ça, là. Fait qu'eux autres étaient allés, puis ils avaient vu Tipol dans la maison, seul, le père n'était pas là, qui grattait sur son violon, qui essayait de jouer, de tirer les sons de ce qu'il avait entendu dans le radio qui grésillait. Là. Puis là, Arthur, le bon joueur de violon, avait dit non, tu ne resteras pas cet enfant-là, restera pas ici tout seul, viens-t'en avec nous autres. Puis il l'avait fait habiller, puis il l'avait amené, puis il avait dit à Mme Germaine, on l'emmenait avec nous autres, il m'a dit montrer à jouer du violon. Puis de même, ça a commencé, puis il est rentré dans la famille. Puis Mme Germaine a convaincu tout son monde d'aider cet enfant-là. Puis c'est devenu la vedette. D'abord, il était brillant, il était intelligent. Ils l'ont aidé à faire sa 7e puis 8e année scolaire dans la maison. Puis ils l'ont envoyé passer ses examens. Puis après ça, il est à faire sa 9e année, 10e, 11e, 12e. Si bien quand petit Paul est arrivé à l'école de Duchesnay, c'était un top niveau, si tu me prêtes l'expression, alors que les autres arrivaient là avec des 9e années. Fait qu'il a pété des scores pour employer mon langage visuel. Et là, on est au 5e volume. On est au 5e volume où on a ramené les mêmes personnages en 1942 pour être capable de parler, de dire comment ça se passait durant la guerre avec Saint-Paul. Je n'ai pas parlé de bombardement d'outre-mer, mais j'ai parlé des avions qui traversaient Outre-mer, qui passaient en rase-mode dans le canal qui est ici, là, à Saint-Paul, puis qui faisait peur aux animaux. Les vaches étaient apeurées. Dans ce temps-là, il y avait des clôtures de pieux. Les vaches fonçaient dans les clôtures, de bâtissaient toutes. Puis ils disparaissaient en forêt, puis les fermiers étaient obligés de courir après. Puis une vache qu'on a couru trop longtemps, puis ça fait 4 jours qu'elle n'a pas été traite, bien, elle tarit. Puis une vache tarie, pour eux autres, ça n'avait plus de valeur. C'était plus avec bon pour la boucherie. Mesdames, Messieurs, écoutez, là, c'était impossible de ne pas accepter l'invitation de Jean-Claude à participer à ce lancement ici aujourd'hui. Lancement d'un autre tome, mais il me racontait d'un autre... Là, on passe à autre chose. Là. Même si on suit la famille, on suit Germaine, mais on est à un autre niveau, puis il va vous l'expliquer mieux que moi tout à l'heure. Mais c'était important pour moi, et pour bien des raisons. Évidemment, Jean-Claude est un ami depuis... oh là là! Et même au-delà, on a fait de la politique ensemble. C'est connu déjà que Jean-Claude m'a déjà bousculé pour que... Vous savez qu'il est capable de bousculer des fois, Jean-Claude, là. Et à sa manière, et parfois avec son langage aussi, et qui m'a déjà bousculé quand... Hein? Je devienne maire. Oui.
C'est ce que j'allais dire, mon cher ami. À l'époque, j'étais pas convaincu. On travaillait ensemble dans le temps. Écoutez, là, on parle de quelques années. Et Jean-Claude a été un de ceux qui m'a appuyé, mais qui m'a convaincu fortement. Qui m'a conseillé fortement de me présenter, puis de dire qu'il allait travailler, puis d'autres aussi. Il était avec d'autres, mais je jouais un autre de mes amis, Michel Bouchard, en arrière aussi. Là. Et des gens qui m'ont convaincu à l'époque de dire, écoute, vas-y, on pense que tu es capable, tu as les possibilités de faire ça, puis nous autres, on va travailler avec toi. Puis il y en avait d'autres, là. Et je suis obligé maintenant, mais voilà, on est où on est. Moi, ici. Et Jean-Claude a continué, a refait de la politique aussi, mais aussi est devenu, je pense, quelqu'un qui un gardien, et au-delà, mais d'abord un gardien de notre patrimoine. On le sait à bien des niveaux, hein, c'est pas seulement par l'écriture, c'est par la parole aussi. Vous savez, Jean-Claude, avec ses contes, avec ses histoires de toutes sortes, nous fait redécouvrir notre patrimoine. Puis, vous savez, aujourd'hui, à l'époque où on parle de patrimoine vivant, de patrimoine qui se perpétue, et je pense que Jean-Claude est devenu quelqu'un qui en est un grand, grand artisan que je veux souligner fortement. Et le remercier pour ça au nom des citoyens de Baie-Saint-Paul, moi, remercier Jean-Claude pour ce travail-là. Aujourd'hui, dans cette salle, il y avait pas mal de monde. Le maire, Jean Fortin, est venu dire un petit mot pour vous. Bien, Jean Fortin, mon maire, comme je l'appelle, est mon ami depuis longtemps. Vous avez dû l'entendre. J'ai dit, c'est moi qui l'ai convaincu de devenir maire. J'ai dit, on va t'aider, on va faire ça, puis toi, tu vas mettre. T'as là, tu vas essayer de jouer le deuxième violon, puis tu vas aller maire. T'as-tu compris, là? C'est le même, ça s'est passé. Et puis, vous avez aussi la collaboration d'une personne de la famille pour faire les illustrations du livre. Oui. Les 4 premiers tomes ont été illustrés par ma sœur Louise, qui est hospitalisée maintenant, qui n'est plus capable de peindre. Et comme je voulais rester dans la famille, bien, j'ai demandé à ma belle-nièce Jaune de faire ça. Puis vous avez vu, elle vous a expliqué, puis bien mieux que je pourrais le faire, ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Est-ce qu'il y a un 6e volume à venir? C'est quoi vos projets? Le 6e qui est écrit dans la moitié d'écrit. Puis on parle encore de la forêt. Puis on va parler de notre petit Paul qui est arrivé à Baie-Saint-Paul, mesurer du bois sur le pied de la Baie-Saint-Paul, le bois tabaqué d'un goélette pour s'en aller au moulin de Beaupré, parce que ses boss, ses patrons se sont aperçus qu'entre ce qu'ils payaient et ce qu'ils recevaient, des fois, qu'il y avait des disproportions. Toute une histoire à venir. Ça va venir, puis ça va venir, puis elle est à peu près toute écrite. Merci, M. Turcotte. Ça m'a fait plaisir de te répondre, belle fille.